Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. De la cour, un soleil allègre vint bousculer la pénombre. Une odeur de café flottait dans l'air frais du matin. La femme était là, assise au fond de la pièce. Était-ce une illusion? Omar la croyait partie. Avait-il rêvé? Aïni parlait sans une pause. Encore étourdi par le sommeil, l'enfant se redressa. Il vit les deux formes vagues plongées dans la demi-nuit qui régnait dans la chambre, pendant que le grand jour éclatait au dehors. Aïni resserrait le foulard qui recouvrait sa tête. Le henné allumait ses cheveux qui eussent dû être gris. Devant elle, brillait un plateau de cuivre jaune avec quelques tasses de faïence. Du côté de Omar, des couvertures rejetées. Une grande pièce de coton gris, des peaux de mouton étaient en désordre. Elle portait encore les empreintes des corps qui y avaient dormi. Après une seconde d'interruption provoquée par le mouvement de l'enfant, elles se remirent à converser toutes les deux ensemble. Omar comprit qu'il était question du mariage de sa cousine. Zina s'inclina vers Aïni et lui dit quelque chose qui la troubla. Les deux femmes s'étaient tues. Omar n'y comprenait rien. Elles eurent un léger déplacement de tête de son côté. Tout à coup, Aïni s'écria « Je ne serai tranquille que lorsque je saurai. Je te dirai tout. » Elle parlait de sa cousine. Omar en était de plus en plus certain. « On pense, continua la femme, que personne n'a rien vu. On l'a vu. Mourad a voulu la tuer et il l'a blessée. Chienne. Chienne. » Zina se retourna pour cracher. « Fou! Tu en es sûr ?» demanda Aïni. « J'ai entendu dire ça, mais je n'ai rien voulu croire. Quand une femme ouvre les yeux, c'est pour regarder un seul homme, son mari. Une jeune fille, il faut élever un bon mur entre elle et le monde. » Aïni avait l'air sincèrement chagrinée. Avec tout ce qu'on lui disait, elle ne devait pas paraître affligée devant la voisine, pensait-elle. Omar regardait les deux femmes assises. Il continuait à les surveiller sans véritable intention. Il devinait qu'une maladie accablait sa cousine, en son corps ou en son âme, et qu'elle devait, coûte que coûte, chercher la rémission de ses maux. Il se leva et s'enfuit vers le seuil. Sa mère le happa au passage. « Où vas-tu » s'enquit-elle. « Au cabinet !» Aïni se remit à chuchoter passionnément avec l'autre femme, qui était la veuve, dont la chambre était contiguë à la leur. Omar descendit dans la cour. Les cabinets se trouvaient dans la cuisine commune. Devant la porte aussitôt, une femme se posta, attendant que Omar sortît. Jamais tranquille, un seul trou pour tout le monde. C'était incroyable. Omar se mit à méditer, chassant de sa pensée la femme qui montait la garde, le visage contracté. En sortant, il se cogna à elle. « Toi, lui lança-t-elle, il faut attendre des demi-journées. Va chier dans la rue si tu n'aimes pas attendre. »« Omar, Omar !» gronda Aïcha qui arrivait dans la cuisine. « Tête de juif !» murmura la femme. Elle s'engouffra dans les cabinets en relevant ses jupes. « On n'a pas besoin de te voir pour savoir que tu es là » ajouta sa sœur. Un tintement de plats heurtés brisa l'air. On lavait la vaisselle à cette heure. Rdéouche nettoyait la maison, jetait de l'eau dans la cour à plein seau, sur les murs aussi, jusqu'à hauteur du genou. Ensuite, avec une ardeur aveugle, elle donnait des coups de balai. Omar traversait la galerie pour revenir chez lui. Et il eut l'impression que quelqu'un faisait des signes dans son dos. Il se retourna, c'était
Zohor. Du fond de leur chambre, elle frottait ses bras nus. Sa mère était Zina, la petite femme qu'il avait laissée en grande conversation avec Aïni. La jeune fille était comme déconcertée et en proie à une vive agitation. Omar décida de s'éloigner. Allait-elle sortir? Zohor était sur le point de lui dire quelque chose, mais à ce moment-là, il se dirigea subitement vers leur chambre. Cependant, il se retourna encore pour la regarder. « Omar » roucoula-t-elle faiblement, « viens, je t'en prie. » Elle lui lança par 3 fois son appel. Au dernier, il y alla. Elle s'approcha de lui. Il la sentait debout contre son corps, dont la tiédeur l'envahit. Soudain, elle lui donna un violent coup de genou dans l'aine. Omar jeta un petit cri et tomba à terre en sanglotant. Zohor se pencha sur lui et lui bâillonna la bouche de sa main. Il dut s'immobiliser pour ne pas être étouffé. Il se tint tranquille. La main de la jeune fille glissa le long du corps de Omar sans difficulté. Il perçut alors le bruit soyeux d'un corps qui s'étendait à ses côtés. Retenant sa respiration, Zohor ne remuait pas plus que si elle dormait. Il se dégageait d'elle une odeur sucrée, chaude, celle d'un fruit mûr et intact. Puis elle fut secouée de frissons. Plusieurs fois, elle essaya de caresser l'enfant, mais ses efforts demeurèrent vains. Elle ne parvenait guère à surmonter l'indécision qui paralysait ses mouvements. Après un instant, elle se souleva et se cala sur un coude. S'inclinant légèrement vers Omar, elle s'aperçut qu'il la fixait. L'enfant se sentait secrètement lié à ce corps de femme à l'abandon. Une douceur sourde s'amassait en lui qui finit par faire place à un sentiment de dépaysement. Brusquement, il éprouva une sécurité jamais connue et qui lui semblait familière. Singulière sécurité, puisqu'il ne tarda pas à ressentir un malaise qui se changea vite en angoisse. « Non, non, ne pleure pas, je t'en supplie. Je n'ai pas voulu te faire mal. Tu es mon frère. » Elle se renversa de nouveau sur lui. Puis sa voix se fit plus souterraine, plus rauque. Zohor se mit en devoir de le dorloter, tout comme s'il lui était un petit enfant. Des mots graves sortaient de sa bouche, enveloppaient Omar, mais il n'en comprenait pas le sens. « Va, cesse de pleurer, je n'ai pas voulu le faire exprès. Mon frère !» Elle le berçait. On eût dit qu'elle pensait à autre chose, qu'elle était attirée vers d'autres lieux. C'était en elle une peine lointaine qui remontait, qui la rendait si triste. « Je t'embrasse, Omar, tu ne pleureras plus, tu finiras de bouder. Tiens !» Elle s'appuya sur lui et ses seins s'écrasèrent sur son épaule. Omar sentit son odeur qui lui plaisait, quoiqu'elle fît naître en lui une vague envie de vomir qui montait le long de sa gorge et lui chavirait le cœur. Mais ce qui l'amusa le plus, ce fut de toucher en introduisant la main par l'échancrure de la tunique de Zohor la petite touffe de poils noirs et frisés qu'elle avait sous l'aisselle. Zohor riait, elle lui enleva la main. Elle fut toute surprise quand il l'embrassa à son tour et elle se rembrunit. Lentement, mais aussi avec force, elle le repoussa et se mit debout. « Ne reste pas couché là, petit frère. Il faut que je me dépêche d'enlever tout ça. Plus de la moitié du jour a déjà passé. » Leur literie, en travers de laquelle Omar était étendu, occupait le centre de la pièce. Il se leva et allait s'éloigner, mais elle le retint. « Je vais à Bni Boublen, lui dit-elle.
Mon beau-frère Qara'ali viendra me chercher. Il a vu ma mère. Ma sœur a beaucoup d'ouvrages sur les bras. Il faut que je l'aide. Si ça te plaît, je t'emmène avec moi, comme la dernière fois. Demande à ta mère si elle veut te laisser venir. Combien de jours vas-tu rester à Bni Boublen? 4 jours, peut-être, répondit-elle. أصبح الخير عليكم. يصبحك بالخير. جيش نشوفكم إذا تحبوا تعملوا فيا مزية يرحم والديكم الله. خير ماذا بينا؟ إلا نجمنا نوصيوها ما عندنا حاجة. يا خويا جيت حبيت نضرب تليفون للقاضي. رحت للبوسطة ما فهموني ما فهمتهم. انتم كل خير فيكم يرحم والديكم إذا نجمتوا تسلفوا عليه وبحقكم اللي جا نعطيكم. لكني القاضي ما هو بعيد. تنجم تروح ليه برجلك وتتكلم معه. لا حبيت نحط له ونفهمه في روحه في التليفون. إذا كنت قدامه يبرك فيا كيديك النار يدخلني للحبس. اش نقول لك؟ هاو التليفون قدامك وبسم الله. يرحم والديكم. الور ماتموزيل دوني مو القاضي سيفو بريك. الور شو داك التاير المنكر يا خويا هكذا دايما يعملوا. اعطي لها النمرو يا راجل. لا تعرف لك هي القاضي ما القاضي. تعرف غير هكذاك تتمنكر ده. استنى نشوف. الو mademoiselle, donnez-moi le 7-10 s'il vous plaît. الو qui est à l'appareil? bon هيا سيدي هذا القاضي. يسلمك يرحم والديك. الور اشكون باش عادل يرحم والديك. اما تلازقيلو للقاضي. الو القاضي اهدى بك عالسلامة. كي صبحت نهارك مبروك يا الباي يا زين يا بابات اليتامى يا مولا ماما يا ديما تستحيشي. انعم اسكن انا قرنين. تعرف قرنين ولا ما تعرف؟ ماذا بيك تعرفني ها باش تخلي لي دار يما اتباعك يحبسوا الرجال قلقال. بصح شوف والله وحق من لقانا في التليفون يا الحبس اللي يجوزتوا عندكم في ذاك القصر حتى اليوم تخرجوا انت في التليفون تتعثر. راك تسمع ولا ما؟ اسكون انا تدري هدا تحب تعرفني ها؟ والله والطير وتولد خبز الفطير. شوفوا نزيد نقول لك واحد الكلام واحد اخر. كل يوم هكذا من 9 ل10 نخرج لك ملتك في التليفون. سمعت يا قليل الخير لو كان فيك الخير يا عما بن عما المقابط نتاعكم الصارة والخضر اللي جبتهم لك ما تنساهمش ياخذ العيداري. مازال يقول اسكون هنا. هيوني يخلي دارك. الور جيب لي بوليس. ايه البوليس وانت معاه سمعت على بالك. جيب لي شنو انت؟ الو قاضي مدموزيل راح ابن الحرام والله وصادق حتى كنت في الشدو. يا قني منين يا قني؟ والله العظيم غير عقلك وكل شيء. شكون يعرف لك على المقابط نتاعكم الصالح؟ عقلك وسنك وتميز روحك من الوقت. والله غير الحبس قباله. بركه والله ما يديك غير يطلعك. خيرك فيش لك يا كحش بن كحش. روح انت ما كاش واحد الكحش كيف حالك. اجيب الحق التليفون ولا حصادي ما تديه يا بن الحرام يحول يد الحرام. Prête-moi ta plume. ياخذ العيداري. Les jambes croisées en tailleur, Omar était effectivement assis au pied de la machine à coudre. Il donnait les derniers coups de ciseaux aux empeignes d'espadrille que sa mère lui avait jetées après en avoir terminé le piquage. Et celui-là, il s'en tire de son apprentissage? S'il ne t'apporte que 10 sous, c'est toujours ça. Ce n'est qu'une femelle. Et encore, une fille vaut mieux que lui. Tout le temps fourré à la maison, ma pauvre Aini. Tu es la proie de ces enfants sans cœur qui te sucent les sangs. Avec eux, tu n'arriveras à rien. Je vais à l'école, moi, intervint Omar, sans considération pour les paroles de sa tante. Et j'apprends des choses, je veux m'instruire. Quand je serai grand, je gagnerai beaucoup d'argent. Renonce à tes idées, dit Lella avec humeur. Il te faudra travailler comme une bête, si tu veux seulement vivre. Ceux qui n'ont pas mis les pieds dans une école meurent de faim. L'instruction, ce n'est pas pour toi, ver de terre. Qu'est-ce que tu te crois pour prétendre à l'instruction? Un pou qui veut s'élever au-dessus de sa condition. Tais-toi, graine d'ivrogne. Tu n'es que poussière, corps dur qui colle aux semelles des gens de bien. Et ton père, lui, a-t-il été à l'école? Et ton grand-père?
et tes aïeux, et toute ta famille, et tous ceux que nous connaissons. Tu auras à être un homme ou tu seras écrasé. Il te faudra supporter la dureté des autres, être prêt à rendre dureté pour dureté. N'espère pas le bonheur. Qui es-tu pour espérer le bonheur? N'espère pas vivre tranquille, n'espère pas. Ses yeux bleuâtres tremblaient au fond de leur cavité, comme un liquide épais et trouble. L'angle dur de sa mâchoire aux plis amers imprimait une sorte de violence à sa physionomie. « Écoute ce qu'on te dit », conseilla la mère sur un ton déférent pour tante Hasna. Lalla serrait sa main noueuse sur un chapelet au grain noir et poli, dont elle ne se séparait jamais. Elle en faisait glisser les boules du matin au soir entre ses doigts, machinalement. Une brusque somnolence s'empara d'elle. Ses lèvres bougèrent d'elles-mêmes. On ne perçut plus que le cliquetis des grains tombant l'un sur l'autre. « Alors, tu vas là-bas » dit-elle, se réveillant soudain. Aïni fit oui de la tête. « Tu vas apporter des coupons. Sais-tu au moins à quoi tu t'exposes ? Toutes les femmes qui viennent par la douane sont déshabillées. On les fouille et on regarde ce qu'elles portent. Tu veux qu'il t'arrive une mauvaise histoire et que tout le monde le sache ? Comment feras-tu si on te colle une amende et qu'on te confisque les tissus ? Moi, je m'en lave les mains. » Aïni espérait parvenir à Oujda sans encombre. Elle avait recommandé aux enfants de n'en parler à personne. Il ne fallait pas qu'on apprît dans la maison pourquoi elle allait à Oujda. Elle n'avait aucune honte à faire de la contrebande. Il fallait craindre le mauvais œil. Celui que poursuit le mauvais œil ne récolte que malheur. « Écoute-moi, » conseilla Lella, « il faut rester tranquille. C'est tout ce que je peux te dire. » 2 femmes du voisinage avaient remis déjà l'argent à Aïni pour qu'elle leur prît de quoi faire 4 robes chacune. Elle évalua devant Lella le bénéfice que lui laisserait l'opération. Elle ne savait pas bien compter. Omar lui avait fait tous les calculs, qu'elle répétait à Lella ébahie, avec un air d'importance et beaucoup de gravité. Les chiffres qu'elle citait fascinaient tante Hasna. Elle était experte à les manier, à force de les ressasser depuis plusieurs jours. « Va, » prononça finalement Lella, « et n'ouvre pas le bec ici. N'en fais part à personne. Dieu t'aidera et te protégera. Tu nourris des orphelins. » Aïni promit. « J'irai cette fois et ne recommencerai plus. C'est surtout parce que j'ai donné ma parole aux 2 femmes. » Elle se répandit en plaintes amères sur le sort qui avait placé entre ses mains 3 enfants. Quand donc allait grandir Omar, son garçon, pour la soulager de son fait? Une fille ne compte pour rien. On la nourrit. Quand elle devient pubère, il faut la surveiller de près. Elle est pire qu'un aspic à cet âge-là. Elle vous fait des bêtises dès que vous tournez le dos. Ensuite, il faut se saigner les veines pour lui constituer un trousseau avant de s'en débarrasser. Aïni avait débité la même ancienne 10, 100, 1000 fois. Ces 2 filles travaillaient pourtant, aidaient la famille à vivre. Mais la mère ne renonçait pas à ses jérémiades. « À ton retour d'Oujda, dit Lella, tu m'expliqueras comment tu auras fait pour passer la douane. J'ai quelque argent. Oh, très peu, 4 sous. Tu nous apporteras quelques coupons. Oui, Lella, tu verras le bénéfice que nous ferons. » Voilà. Lella commençait par dire qu'on ne devait pas faire une chose. Elle s'échauffait, devenait intransigeante. Quelques instants après, tout était oublié. Omar trouvait cela inadmissible. Se dédire continuellement, vivre dans une perpétuelle contradiction. Il observait ces revirements à longueur de journée dans son entourage.
Il était sûr que sa mère, qui leur avait ordonné avec des menaces de ne rien faire savoir de son prochain voyage, irait elle-même la première raconter avec force détail tout ce qu'elle proposait de faire à qui voudrait l'entendre. Tante Hasna, de son côté, ne manquerait pas non plus de confier la chose à toutes celles qu'elle connaissait. « Je commence à me préparer pour le mariage, » dit Lella, pensant maintenant à autre chose. Sa fille cadette étant fiancée depuis presque un an, les préparatifs des noces étaient l'objet de commentaires sans fin. Ce mariage était devenu pour tous le mariage. Il ne pouvait en exister d'autre. « Je me prépare pour le mariage, » disait-elle. « Toi, ajouta-t-elle, tu connais ton rôle. » Aïni opina. « Il n'y aura pas de plus belles noces, » poursuivit Lella. « Les gens émerveillés s'en iront le publier dans toute la ville. Rien ne sera épargné. Lui, » elle nommait ainsi son mari, comme le veulent les bonnes manières, « lui fera des sacrifices considérables qui consacreront notre honorabilité. Tu comprends bien que nous y sommes obligés. Aïni, ma sœur, nous avons un rang à tenir. Qu'y faire ? » « Le jour du mariage, Lella, sera quel jour ?» questionna Omar. Sa mère répondit « Ferme ta bouche, toi. »« J'espère que tu travailles bien, » dit tante Hasna pour changer de sujet. Celui-ci était trop important. Il me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain. Moi qui avais des belles îles, des buts et des sillons, me v'là perdu en ville, tout seul dans des millions. Je vis sur les autobus, au Pizza King du coin. Les gens me parlent pas plus que si j'étais un chien. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain. Une chance que toi qui m'aimes assez pour m'endurer. C'est comme pendant le carême, quand je volais des candés. Je me considère loqué d'avoir ma Rosalie. La ville est polluée, l'air est pur dans mon lit. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on mettra du beurre sur le pain. Je suis naufragé en ville, chez une bande d'inconnus. Rosalie, t'es tranquille, puis tu chantonnes même plus. Je travaille pour pas grand chose, on vieillit comme des fleurs. Nos seuls bouquets de roses, c'est les lettres du facteur. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie, on s'en tournera de ses conduits. Tant qu'il me restera quelque chose dans le frigidaire, je prendrai le métro, je fermerai ma gueule, puis je laisserai faire. Mais y a quelque chose qui me dit qu'un beau matin, ma Rosalie,
Prête-moi ta plume. L'un de ses fils avait placé chez un barbier Omar qui devait s'y rendre en sortant de la classe de l'après-midi. Lalla et Aïni espéraient ainsi qu'il s'initierait au secret de la taille du poil humain. Mais Omar avait oublié depuis quelques jours d'y aller. Ce détail, tante Hasna l'ignorait. « Tu te montreras digne de la confiance que nous avons mise en toi. Cette place, nous l'avons eue avec beaucoup de mal. Heureusement que nous t'avons décroché cette situation qui t'assurera un avenir respectable et odorant. Coiffeur, dans le centre même de la ville. N'est-ce point beau? Quel avenir avorton! Quelle reconnaissance ne me dois-tu pas? Moi qui ai tant insisté auprès de Abdelkrim pour te caser là, sans moi, que serais-tu devenu? Pour moi, que ne dois-tu faire? Rends-toi digne de cette marque d'intérêt, travaille. Lalla, merci pour le moyen de gagner ma vie en savonnant le poil de la tête et du visage des paysans. Dès le premier jour, j'excellais dans cet art et j'étonnais mon patron et les paysans eux-mêmes. C'est ce que je ne referai pas, car depuis ce jour, je n'y suis plus retourné. Qu'il y a? Sa mère avait honte pour lui. Il ne se montrait pas à la hauteur de la confiance qu'on lui témoignait. Tante Hasna, à lui également. N'en parlons plus. Puis, elle enchaîna. Et ce feignant de Hamid Sarraj, c'est bien vrai qu'il a été emprisonné par les autorités? Non, alors, il bourrera encore les gens de mots comme il le faisait à chaque coin de rue. Ceux qui l'écoutent perdent leur temps et emportent du vent dans leur crâne. Si on y réfléchit, ça n'est pas drôle, le malheureux. Tu n'as pas changé, toi. On a compris beaucoup de choses. Si ce qu'il dit se réalise, ce sera le bonheur de tous les pauvres gens. Toi, tu crois ce que racontent ces communistes. Tu seras encore comme ça toute ta vie. Tu vois comment ils finissent? En prison. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? La prison. Comment n'a-t-on pas le cœur qui fait mal en assistant à des choses semblables? Visiblement agacé, Lalla reparla des affaires qui l'intéressaient. Partout, les gens proclameront cette année « Ce mariage dépasse en splendeur tout ce qui s'est vu jusqu'à présent. Dommage que cette bêta de Djennette, ma belle-sœur, soit morte. Pour le coup, elle en aurait crevé. Mais alors, de jalousie et d'envie, plus sûrement que de sa maladie. Bien dommage. » Quant au rôle de Aïni dans le mariage, nous n'en dirons que 2 mots. Au fond d'elle-même, celle-ci n'était pas tellement d'accord sur le sans-gêne avec lequel tante Hasna disposait d'elle. Elle avait décidé d'engager 2 rôtisseuses qui apprêteraient la grande ratatouille. Mais elle avait peur des fuites. Elle désirait que Aïni se chargeât de compter les morceaux de viande, de surveiller les maritomes préposés à la cuisson et les piques-assiettes qui organiseraient des incursions dans la cuisine. Si on n'y fait pas attention, toute la nourriture s'en ira dans le pan de leur jupon, confia Lalla. Cela, Aïni le savait. Quoiqu'elle aimât économiser surtout, Lalla était de ces personnages qui mangent tous les jours. Se rassasier chaque jour que Dieu fait lui conférait de la respectabilité. Elle aidait Aïni et ses enfants à supporter les moments de dénuement. Elle les pourvoyait en morceaux de pain bis, des quignons entamés, parfois souillés. Mais ramollis à la vapeur et préparés par la mère, ils redevenaient tout à fait mangeables. Ils gardaient encore les relents des mets qu'ils avaient touchés sur la maïda de tante Hasna. Il est compréhensible que l'arrivée de Lalla fut attendue avec impatience. Omar, à intervalles réguliers,
il prenait soin cependant d'espacer ses visites, se rendait chez sa tante. Il l'appelait de la porte d'entrée, craignant de s'engager plus avant dans cette demeure profondément silencieuse. Mais elle reconnaissait sa voix et lui ordonnait du fond de la maison d'entrer. Lorsqu'il se présentait à elle, tout embarrassée, elle déversait sur sa tête un déluge de questions. « Où allais-tu comme ça? Pourquoi es-tu venu? Qui t'a envoyé? Veux-tu quelque chose ?»« Je suis venu seulement... » essayait-il de répondre sans pouvoir donner de raison satisfaisante. Il se sentait si intimidé qu'il était le seul à avoir compris ce qu'il avait dit. À la façon dont Lalla l'assaillait de questions, il saisissait qu'elle ne l'encourageait nullement à répondre. Il ne s'en tirait pas aisément avec elle. Ses demandes ne nécessitaient du reste aucune réponse. Sans plus s'occuper de lui, elle marmonnait ses prières. Parfois même, entre deux phrases, elle reprenait son oraison. Omar finissait par chuchoter du bout des lèvres. « Lalla, je voudrais un morceau de pain. » La prière de tante Hasna s'arrêtait net. Lalla l'examinait intensément. C'était la seconde que l'enfant redoutait. Invoquant les saints, se plaignant de rhumatisme qui lui ankylosait le dos, elle se relevait. D'une commode, elle retirait une miche habillée d'un linge légèrement humide. Avec un couteau, elle découpait une tranche de ce pain dont Omar conservait toujours dans la bouche le goût d'humidité et l'imperceptible odeur de moisi. Qu'il était bon avec cette saveur. Elle renvoyait vite le garçon chez lui. « Va-t'en, ne reste pas ici et ne traîne pas dans les rues. Fais attention aux voitures, tête de linotte. » Dominant sa joie, il se sauvait, sa tranche de pain à la main. Tante Hasna habitait à l'autre extrémité de la ville. Lorsqu'elle venait à la maison, elle restait toute la matinée, bien qu'elle protestât à grands cris et jura dès son entrée, en manière de politesse, qu'elle ne passerait qu'un quart d'heure, pas une seconde de plus. Lalla essayait d'aider Aïni. Elle ne pouvait pas grand-chose, personne à sa place n'aurait pu faire davantage. La conversation retint tante Hasna jusqu'à l'heure de midi. La vieille femme s'attarda encore, avant de songer à partir, à demander ce que devenait Mansouria, la petite cousine. Aïni l'assura vaguement qu'elle était venue les voir il n'y avait pas longtemps. « Mais elle est toujours noire, Lalla, noire !»« Je la connais, ma pauvrette. On dirait qu'il y a 10 ans qu'elle n'est pas allée au bain. Enfin, si elle se montre chez toi, envoie-la-moi. J'ai quelque chose pour elle. » Quoi? Lalla met des choses de côté pour la petite cousine maintenant et ne pense pas à nous? Nous sommes devenus des riches, nous? Le cœur de Aïni se pinça. À bon droit, elle s'estimait frustrée. Et c'est moi qu'elle veut faire travailler pour ses noces, comme si j'étais son esclave. On se croit tout permis avec nous. Elle n'a pas voulu dire ce qu'elle va donner à la petite cousine. Quand Lalla voulut se lever, ce fut une affaire. Elle s'arc-bouta des 2 mains contre le sol et souleva pour commencer son arrière-train démesuré. Aïna la jurait cependant de rester à déjeuner. « Tu partiras l'après-midi, quand l'air fraîchira. À cette heure, on se consume dehors. » Aïni lui adressa toutes les prières qu'on prononce en pareille circonstance pour retenir un hôte. L'usage le voulait. Pauvre Aïni, qu'avait-elle à offrir? Sous la masse de chair et d'étoffe que formait Lalla, sortit un filet de voix. « Je ne peux pas, Abou. Non, non, Aïni, comment serais-je reçue par mes brus? Il faut que je m'en aille. Si vous avez à manger, gardez-le pour vous. Il n'est point besoin que je le partage avec vous. »
Aïni n'en persista pas moins à la retenir. Ramassant son haïk autour d'elle, Lella parvint en fin de compte à se camper sur ses jambes et, ce faisant, prononça le nom d'Allah plusieurs fois. Prête-moi ta plume. Pose devant les pieds de Jessie une fourchette qui coupe comme un couteau et qui est à moitié cassée car elle est tombée du balcon. Le chat, Roupi, qui passait par là, la mangea, puis la recracha aussitôt car celle-ci était mouillée par la salive du petit Théo. Le chien Zébulon la prise pour un os et l'enterra au fond du jardin. Alerté par les pleurs de la fourchette qui avait peur du noir, Jojo l'asticot lui apporta une lanterne et lui servit une bière. Beaucoup d'années s'écoulèrent lorsque Théo trouva une fourchette toute biscornue, branchue, sur l'étagère du muséum d'histoire de fourchettes. Théo supposa que sa fourchette était tombée amoureuse d'un ver de terre. En effet, la forme laissait imaginer un entrelacement d'asticots et de fourchettes. Enfin, bon, allons-y. J'ai su trouver une fourchette, coupant à ses petons, qui s'est cassé la trompette en tombant du balcon. Théo la mâche, Roupi la recrache, Zébulon l'enterre au fond, mais Jojo l'asticot. Jojo, c'est le petit ver de terre. Lui offre un verre de bière, parce qu'elle a peur du noir. Et puis sur l'étagère du muséum d'histoire, Théo a revu, des années plus tard, la fourchette amoureuse, mais reprenons tous au début. Si ça vous dérange pas, parce que j'ai pas tout compris quand même. J'ai su trouver une fourchette, coupant à ses petons, qui s'est cassé la trompette en tombant du balcon. Théo la mâche, Roupi la recrache, Zébulon l'enterre au fond, mais Jojo l'asticot. Attends, Zébulon c'est un chien, Roupi c'est un chat, et Jojo c'est... Lui offre un verre de bière, parce qu'elle a peur du noir. Et puis sur l'étagère du muséum d'histoire, Théo a revu, des années plus tard, la fourchette amoureuse, mais reprenons tous au début. Zébulon. Qui est-ce qui a mis la salive? C'est Zébulon? Qui a mis la salive? Théo. Et c'est quoi Théo? Prête-moi ta plume. Beaucoup d'années s'écoulèrent. Les enfants déversaient de plein seau sur le carrelage. Aussitôt répandue, l'eau s'évaporait en une vague ardente. Ils s'enlisaient sans espoir dans cette fournaise. C'était cruel, cette force aveugle qui les submergeait. Ils n'en finissaient pas de lutter contre elle. Impossible de se rafraîchir par ce soleil de malheur, proféra Awisha. Il faut de l'eau. Faut de l'eau, beaucoup d'eau, disait Aïni. C'est plus qu'une gêne ici. Allez en bas, amenez ce que vous pouvez d'eau. Ne traînez pas. Il titubait comme ivre. Il n'y a pas de raison. Le soleil ne s'arrêtera pas de chauffer, observa Omar. L'atmosphère était irrespirable. Cela ne me dit rien d'aller et de venir tout le temps, pleurnicha Maryam. Pour de l'eau qu'on verse. L'escalier est pire qu'une échelle. On se rôtit le cuir des pieds. Mais elle faisait comme les autres. Omar traînait une vieille marmite. Ses deux sœurs, Awisha et Maryam, charriaient l'eau dans des bidons. Du puits dont ils faisaient grincer la poulie sans discontinuer, tout était inondé sur leur passage. Omar hissait son récipient comme il pouvait. Après une marche, il le déposait sur la suivante et ne se faisait pas faute d'en répandre un peu à chaque fois. Il arrivait tout de même à grimper l'escalier. De là, il fonçait tête baissée vers la chambre. Seule, Aïni ne bougeait pas. Clouée devant sa machine à coudre, elle piquait des empeignes qui s'échappaient de son aiguille en chapelet. De la voix, sans détacher les yeux de son ouvrage, elle incitait les gosses à transporter plus d'eau. Son corps suivait le rythme de la mécanique. On aurait dit qu'elle rêvassait, mais pour peu que leur va-et-vient du puits à la chambre se relâchât, elle suspendait son travail et un regard suffisait. Il se remettait à jeter de l'eau sur le sol et les murs nus, toujours plus d'eau. La machine recommençait à tourner
et les épaules anguleuses de leur mère épousaient son mouvement uniforme. Dès cet instant, Aïni, malgré la précision de ses gestes, agissait comme en dormant. Il n'y avait qu'à pénétrer dans leur galetas pour se rendre à l'évidence. Il était vain de parler de fraîcheur, et pourtant, Aïni en avait besoin pour travailler. C'est même un miracle qu'on n'y eût encore trouvé aucun d'entre eux foudroyé. Dehors, l'air tremblait, tombait en cendres, un poudroiement gris. Tout était délavé dans un enfer de lumière. À chaque pas, les enfants butaient contre les murailles que dressait la chaleur desséchée d'août. Le ciel en ébullition vomissait des tourbillons de mouches que des odeurs de fausse attiraient. Ces journées lâchaient sur le quartier une puanteur subtile, tenace, de charogne, que ni les coups d'air, ni la chute de température nocturne ne parvenaient à défaire. Le silence tournait, rond comme une meule. L'énorme demeure restait muette. Les locataires ne bronchaient pas. Tous, à cette heure, fermaient leurs portes et se réfugiaient dans les profondeurs de la maison, au plus secret des pièces où l'obscurité semblait avoir été prise au piège, palpitait le souffle d'innombrables existences. Il n'y avait que les enfants de Aïni qui étaient debout. Néanmoins, en dépit de leur ardeur, ils se sentaient en proie à un sombre découragement. Le ronronnement de la machine à coudre remplissait la chambre avec entêtement. N'y tenant plus, les enfants mirent queue à terre pour souffler. Omar observa avec un morne étonnement le dallage qui séchait. Ses frusques étaient trempés. Qu'importe, il n'avait envie de rien. Cette sensation d'humidité sur la peau le soulageait un peu. La grande sœur continuait la navette entre le puits et la chambre, ses seaux au bout des bras. Voyant Meriem se tordre de rire à ne plus pouvoir tenir debout, Omar fut gagné par la contagion. Aïni remarqua le jeu auquel il se livrait. Elle croisa les bras et, sans quitter sa machine, loucha de leur côté, en dodelinant de la tête. « Encore ! Ne vous arrêtez pas !» Cela les refroidit instantanément. Elle se leva, il fallait se tenir hors de sa portée. « Tu peux courir !» lui déclare-t-il. Ils lui glissèrent entre les doigts comme de l'eau. Il contrefaisait sa mimique désordonnée. « Omar, prends garde, tu t'en repentiras. Arrive ici, si ça vaut mieux pour toi. Arrive ici, ça vaut mieux pour toi. » Sans s'arrêter de crier, elle le fixait entre quatre yeux. Allait-elle bientôt finir de hurler ? « C'est moi, Omar, c'est bien moi, c'est moi !» Elle mit l'index sous l'œil droit pour lui signifier qu'il n'avait rien à espérer de sa mansuétude. « Tu ne perds rien à attendre. »« Je t'enquiquine. » Le mieux pour lui, de toute évidence, était de se débiner. Et hop, en moins de 2 dans la rue, avant que l'une de ses sœurs ne vînt l'empoigner et de force le pousser vers la mer. Il laissa celle-ci se saouler de cris. Meriem, elle, rampa vers sa mère comme une chienne. De la rue, Omar l'entendit beugler. Évidemment, Aïni les avait produits. Personne ne disait le contraire. Encore que elle ne leur eût pas demandé leur avis. Et moi, je n'ai rien demandé. Il est vrai que je ne pouvais guère parler alors. Maintenant c'est fait, je suis ici. Qu'elle nous fiche au moins la paix. J'entends ne pas me laisser marcher sur les pieds. Serait-ce par celle qui m'a nourri du lait de sa mamelle ? Omar résolut d'attendre dehors. Il fallait voir quand elle attrapait l'un ou l'autre, et jusqu'à cette grande perche de Awisha. Elle leur tannait la peau. Elle allait fort en besogne. Il valait encore mieux
qu'aucune femelle ne s'avisa à ce moment-là de lui brailler que ce n'était pas juste, que ce n'est pas comme ça qu'on élève des enfants. Heini vitupérait plus fort si c'était encore possible. « Comment ? Je ne peux plus les battre. Ils ne sont pas mes enfants. Qu'est-ce que vous me baillez là? Et si je veux les tuer, moi, je ne peux pas. Qu'est-ce qui m'en empêchera? Ils ne sont pas à moi. » Elle se tournait vers les voisins qui tenaient à rester à bonne distance et la contemplaient. « Je vous siffle les sangs, mettez-vous bien ça dans la tête. Je sais élever mes enfants, dans le respect. Suis-je de ces femmes, croyez-vous, qui laissent leur progéniture sans éducation? Un de ces jours, songea Omar, on réglera tous ces comptes. Pardon monsieur le métayer si de nuit je dérange, mais je voudrais bien sommeiller au fond de votre grange. Mon pauvre ami la grange est pleine du blé de la moisson. Donne-toi donc plutôt la peine d'entrer dans la maison. Mon bon monsieur, je suis trop gueux, quel gâchis vous ferais-je? Je suis pieds nus, sale et boueux et tout couvert de neige. Mon pauvre ami, quitte bien vite tes hardes en lambeaux. Bouille-moi ce tricot de suite, chausse-moi ces sabots. De tant marcher à l'abandon, j'ai la gorge bien sèche. Mon bon monsieur, baillez-moi donc un grand verre d'eau fraîche. L'eau ne vaut rien lorsque l'on tremble, le cidre guère mieux. Mon bon ami, trinquons ensemble, goûte-moi ce vin vieux. Mon bon monsieur, on ne m'a rien jeté le long des routes. Je voudrais avec votre chien partager 2-3 croûtes. Si depuis ce matin tu rôdes, tu dois être affamé. Voici du pain, des crêpes chaudes, voici du lard fumé. Chassez du coin de votre feu ce rôdeur qui ne bouge. Êtes-vous blanc, êtes-vous bleu, moi je suis plutôt rouge. Qu'importe c'est nos républiques, communes ou royautés. Ne mêlons pas la politique avec la charité. Puis le métayer s'endormit, la minuit étant proche. Alors le vagabond sortit son couteau de sa poche. L'ouvrit, le fit luire à la flamme, puis se dressant soudain, il planta sa terrible lame dans la niche de pain. Au matin jour, le gueux s'enfuit sans vouloir rien entendre, oubliant son couteau pointu au milieu du pain tendre. Vous dormirez en paix aux riches, vous et vos capitaux. Tant que les gueux auront des miches où planter leurs couteaux. Vous dormirez en paix aux riches, vous et vos capitaux. Tant que les gueux auront des miches où planter leurs couteaux. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani.